Les tribunaux sont censés être des lieux de justice. Mais parfois, les émotions brutes prennent le dessus et le chaos éclate. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans les moments choquants où des meurtriers ont dû faire face non seulement aux juges, mais aussi à la colère des familles de leurs victimes. Numéro 10. Jeffrey Clark. Man, they gonna see you. Dans une salle d'audience du Michigan, l'émotion était palpable lors du procès de Jeffrey Clark, 33 ans, accusé du meurtre de sang-froid de Jer Robertson, 28 ans. Le meurtre a eu lieu le 4 juillet 2022 à Fraser, dans le Michigan. L'accusation a qualifié le crime non pas de simple fusillade, mais d'exécution. Les images d'une sonnette vidéo ont capturé l'horrible moment où Clark a poursuivi Robertson dans le parking d'un complexe d'appartements et l'a abattu à bout portant alors qu'il implorait grâce. La police a rapidement établi un lien entre Clark et les lieux du crime grâce au bracelet électronique qu'il portait déjà dans le cadre d'une affaire précédente. Nous disposons des enregistrements de la connexion qui le situe sur place, a déclaré le procureur au tribunal. Lors du procès, la petite amie de Clark a témoigné qu'après la fusillade, il l'avait menacée de mort si elle parlait. Elle a affirmé que Clark avait admis que Robertson avait imploré sa grâce et que, par la suite, sa seule préoccupation était d'être arrêté à cause du bracelet électronique. L'atmosphère dans la salle d'audience devint pesante lorsque l'accusation projeta la vidéo de l'exécution au jury. Pendant le déroulement des images, le frère jumeau de la victime, Jerry Robertson, assistait impuissant aux derniers instants de son frère, la voix tremblante de colère. La scène était insoutenable. Soudain, Jerry bondit de son siège et se précipita vers Clark, hurlant et le frappant. Les agents du tribunal se jetèrent à son secours, mais Jerry avait déjà réussi à asséner un violent coup de poing au visage de Clark. L'incident a sémé le chaos dans la salle d'audience. Des cris ont fusé, des chaises ont été déplacées, et, dans la confusion, le père de Clark en est même venu aux mains avec Jerry. Les agents sont intervenus rapidement pour séparer les personnes impliquées, et le juge a dû rappeler l'ordre à plusieurs reprises avant que la situation ne revienne au calme. À la reprise du procès, les preuves contre Clark étaient irréfutables. Le jury l'a reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Man, they gonna see you. De port d'armes illégales et de possession illégale d'armes à feu. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mais pour les personnes présentes dans la salle d'audience, l'image qui restait gravée dans les mémoires n'était pas seulement le verdict. C'était ce moment explosif où le chagrin s'est mué en action et où la justice a brièvement déraillé. Numéro 9. Lindy Jones. So hard. Une seconde, tous écoutaient le juge lire le verdict. L'instant d'après, un homme surgit de la galerie et fonce droit sur le meurtrier de sa fille, Lindy Jones. Ce qui devait être une audience de routine se transforme en une scène de chaos, de douleur et de fureur incontrôlable, sous les yeux hébétés du tribunal. Jones, le meurtrier condamné, était assis, le regard vide, vêtu de la combinaison orange qui était devenue son uniforme depuis sa mise en examen. Il avait été reconnu coupable d'avoir abattu Willie Antoine Fields, âgé de 18 ans, en 2019. Selon l'accusation, Jones lui avait tendu une embuscade et avait tiré plusieurs coups de feu. Chaque détail du procès l'avait dépeint comme un homme froid et calculateur, sans le moindre remords. Le jour du prononcé de la sentence, la famille de Jasmine remplissait la salle d'audience. Ils avaient enduré l'épreuve, les photos et la longue attente de justice. Lorsque la mère a livré son témoignage poignant, l'émotion était palpable. Elle a raconté comment Lindy lui avait arraché son unique enfant. Le tribunal avait commis une grave erreur en autorisant le père de la victime à s'asseoir juste derrière la meurtrière. Rien ne l'en empêchait, et il y a vu l'occasion de s'en prendre à elle. C'en était trop. Le père a craqué. En un éclair, il s'est jeté par-dessus la balustrade, les poings s'abattant sur l'homme qui avait ôté la vie à sa fille. It's been so hard.
La salle d'audience a retenti de cris et de halètements. Les policiers se sont précipités pour intervenir, plaquant le père au sol tandis qu'il hurlait « Vous avez tué mon bébé !» Jones a reculé en titubant, visiblement secoué pour la première fois, tandis que les agents emmenaient le père enragé. Le juge a rétabli l'ordre, son marteau résonnant au-dessus du chaos. Des membres de la famille pleuraient. D'autres criaient leur soutien au père. Il a fallu plusieurs minutes pour que le calme revienne. Lorsque Jones a finalement été ramené dans la salle d'audience, son sourire narquois avait disparu. Le juge a prononcé la peine de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Numéro 8. Michael Madison. Ce qui devait être une simple audience de condamnation dans un tribunal de l'Ohio a basculé dans le chaos. Michael Madison, un tueur en série condamné, restait impassible, tandis que les familles de ses 3 victimes s'apprêtaient à le confronter une dernière fois. Mais ce qui avait commencé comme une procédure de routine a rapidement viré au drame lorsqu'un père, accablé de chagrin, a craqué en voyant le sourire narquois du tueur. Madison, âgé de 39 ans, a été reconnu coupable du meurtre de 3 femmes, Angela Deskins, Shetisha Shealy et Shirelda Terry, dont les corps ont été découverts dans des sacs en plastique près de son domicile d'East Cleveland. La police a décrit son appartement comme une scène d'horreur, fluide de décomposition, asticots, et une odeur de mort omniprésente. Madison, que les procureurs ont comparé à un autre tueur en série locale, Anthony Sowell, avait traqué et éliminé ses victimes de manière quasi identique. Sa défense a plaidé que les meurtres avaient été commis sous le coup de la colère, affirmant qu'aucune préméditation n'était à l'origine de ces violences. Mais l'accusation a dressé un tableau bien plus sombre, un schéma de cruauté calculée. Chaque femme a été ligotée, tuée, puis son corps abandonné en l'espace de peu de temps. Les jurés, horrifiés, sont restés silencieux tandis que les preuves révélaient la préméditation des crimes de Madison. À l'annonce du verdict de culpabilité, les membres de la famille pleurèrent en silence. Madison, quant à lui, resta impassible, son visage esquissant à peine un sourire. Lors du prononcé de la sentence, le tribunal autorisa le père de Shirelda Terry, Van Terry, à prendre la parole. La voix brisée par l'émotion, il s'adressa directement à Madison, le traitant de « clown » pour son acte. Madison sourit de nouveau. C'en était trop. Soudain, Van Terry se jeta par-dessus la table du tribunal vers le meurtrier. Des murmures d'effroi parcoururent la salle lorsque les adjoints du shérif le rattrapèrent en plein vol, le maîtrisant avant qu'il n'atteigne Madison. Le tribunal resta figé dans un silence stupéfait. Quelques instants plus tard, la juge Nancy McDonnell qualifia les crimes de Madison d'actes d'une inhumanité absolue et le condamna à mort. Le meurtrier ne laissa transparaître aucune émotion lorsqu'il fut emmené. Mais le monde se souviendrait de ce jour non pas pour le verdict, mais pour le père qui n'a pas pu retenir sa douleur, et pour le sourire narquois qui a déclenché une explosion. Numéro 7. Fleur de Vachon. Vachon Flowers, 46 ans, était assis à la table des accusés au tribunal du comté de Muskegon, dans le Michigan. Il était accusé du meurtre de sa femme, Jamie, à la suite d'une longue et violente dispute au sujet de cigarettes, selon la police. Le crime remontait à mai 2019. La dispute avait alors duré plus d'une journée. Les policiers étaient intervenus une première fois pour séparer le couple, mais quelques heures plus tard, Flowers était revenu, avait défoncé la porte et avait tiré 4 coups de feu sur sa femme. Lors du procès, la fille de Jem, Parry, a témoigné à la barre et a raconté avec émotion la nuit du décès de sa mère. Sa voix tremblait lorsqu'elle a décrit comment Flowers s'était jeté sur sa mère, l'étranglant, tandis qu'elle la suppliait « Vous n'êtes pas obligé de faire ça ». Quelques instants plus tard, des coups de feu ont éclaté. Parry a décrit les impacts de balles et le sang. Un témoignage si poignant que l'atmosphère de la salle d'audience semblait figée. Puis survint l'instant inattendu. Tandis que le juge parlait, London Jones, 21 ans, le fils de Jem, assis parmi les membres de sa famille, observait l'homme qui avait ôté la vie à sa mère. Soudain, la rage l'envahit. Sans prévenir, il franchit la barrière du tribunal et se précipita vers Flowers. Des cris d'effroi parcoururent la salle, tandis que les agents se précipitaient pour l'intercepter. Des chaises se renversèrent. Le bruit de bottes résonna. Et pendant un bref instant,
Le chaos remplaça l'ordre. Les agents du tribunal ont rapidement maîtrisé le jeune homme, le plaquant au sol avant qu'il ne puisse atteindre sa cible. L'agression n'a duré que quelques secondes, mais elle a révélé la douleur vive que des années de procédures judiciaires n'avaient pu apaiser. London a été escorté hors de la salle, criant encore, tandis que le juge appelait au calme. Le silence pesant s'est peu à peu installé dans la salle d'audience. Finalement, Vashon Flowers a été reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Numéro 6. Eric McAuliffe. Personne ne s'attendait à ce que le procès d'Eric McAuliffe prenne une telle ampleur. Cet homme de 46 ans était accusé d'avoir poignardé à mort sa nièce, Taisha, à Chattanooga, dans le Tennessee, en juillet 2015, et d'avoir blessé son petit ami, Antoine Lee, qui tentait de la défendre. Les membres de la famille étaient assis à quelques mètres seulement de McAuliffe, contraints de revivre une tragédie qui les avait déjà déchirés. L'émotion était palpable, mais personne n'aurait pu prédire à quelle vitesse elle dégénérerait. Le jour où Antoine Lee a témoigné, tout a basculé. Déjà en détention pour une autre affaire, Lee a été escorté dans la salle d'audience par des agents. En passant devant le banc de la défense, son regard a croisé celui de McAuliffe. Et à cet instant précis, quelque chose a basculé en lui. Sans un mot, Lee s'est jeté sur McAuliffe, assénant des coups de poing sauvages à plusieurs reprises avant que quiconque puisse réagir. Les agents lui ont crié d'arrêter, mais il a continué à attaquer. Des papiers ont volé, des chaises se sont renversées et la salle d'audience a sombré dans le chaos. 4 agents sont intervenus, plaquant Lee au sol alors qu'il continuait de se débattre. L'un d'eux a sorti un pistolet à impulsion électrique, criant des avertissements tandis que les autres tentaient de le maîtriser. La voix du juge a couvert le brouhaha, ordonnant un confinement immédiat. Arrêter tout mouvement de détenus. Circulation d'urgence. En quelques secondes, la salle était vidée. Le chaos ne s'est pas arrêté là. Les cris ont déferlé dans le couloir, où les agents se sont efforcés de contenir l'agitation grandissante et de séparer les autres détenus. Lorsque le calme est finalement revenu, la salle d'audience était sens dessus dessous. Lee a été emmené menotté et a plaidé coupable de voies de faits graves, écopant de 11 mois et 29 jours de prison pour son accès de colère. Quant à Eric McAuliffe, il fut par la suite reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à une peine de 3 à 6 ans de prison. Mais avant même que le jury ne rende son verdict, McAuliffe avait déjà connu un moment de vérité. L'homme qui l'avait agressé s'était enfin défendu, là devant le juge, le jury et la justice elle-même. Numéro 5. Dale Williams. La salle d'audience était bondée et silencieuse. Tous attendaient de voir l'homme qui avait assassiné une mère de 2 enfants enfin être condamné. Mais personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. En une fraction de seconde, l'audience de détermination de la peine à Youngstown, dans l'Ohio, a dégénéré en une scène de violence qui a stupéfié tous les spectateurs. In June 2017, ran her off the road along Market Street and then shot her on the sidewalk. At one point in this case, Williams had tried to claim an insanity. En juin 2017, Dale Williams, âgé de 62 ans, comparaissait devant le juge. Il avait plaidé coupable de meurtre avec circonstances aggravantes et de port d'armes après avoir sauvagement agressé son ex-compagne, Elizabeth Pledger Stewart, âgée de 46 ans. Selon l'accusation, Williams avait délibérément provoqué la sortie de route de sa voiture avant de l'abattre. Aujourd'hui, ce même tribunal, qui promettait justice, allait bientôt sombrer dans le chaos. Alors que la famille de la victime s'apprêtait à prendre la parole, l'émotion était palpable. Les fils d'Elizabeth, Anthony et Jérôme, restèrent d'abord silencieux, écoutant l'homme qui avait ôté la vie à leur mère. Mais tandis que Williams fixait le vide, Anthony laissa éclater sa colère. Sans prévenir, le trentenaire se jeta sur Williams, esquivant les policiers et le plaquant au sol. L'assistance retint son souffle lorsqu'Anthony le saisit par les jambes et le fit tomber violemment. Quelques secondes plus tard, Jérôme, âgé de 23 ans, se joignit à la bagarre, distribuant coups de poing et coups de pied, tandis que les policiers criaient « Reculez, reculez, monsieur !» La salle d'audience sombra dans le chaos. Les agents se précipitèrent, tentant de séparer les frères de l'accusé, qui saignaient abondamment. Un policier sortit son taser et tira sur Jérôme pour mettre fin à la rixe. Lorsque le calme fut enfin rétabli, Williams fut escorté hors des lieux, essuyant le sang de son visage.
Les frères Stewart furent menottés et arrêtés pour agression, outrage au tribunal et entrave à la justice. Une semaine plus tard, Dale Williams a été condamné à une peine de 23 ans à perpétuité pour le meurtre d'Elizabeth. Numéro 4. Frank DeLong Jr. La journée avait commencé comme n'importe quel autre jour de condamnation. Dans le calme, la tension était palpable et l'émotion était palpable. Mais dans cette salle d'audience de Houston, ce qui avait débuté comme le prononcé de la peine pour meurtre d'un adolescent a rapidement dégénéré en l'une des scènes les plus chaotiques dont on se souvienne. L'accusé, Frank DeLong Jr., âgé de seulement 17 ans au moment du meurtre de sa petite amie Diamond Alvarez, âgée de 16 ans, allait se retrouver face à sa famille pour la première fois depuis le drame. Selon l'accusation, DeLong a tiré 22 fois sur Diamond, la plupart des balles l'atteignant dans le dos alors qu'elle tentait de s'enfuir dans un parc près de chez elle. La brutalité du crime a profondément choqué la communauté, et même après que DeLong eut accepté un accord de plaidoyer pour éviter un procès, la colère était palpable dans la salle d'audience. Le juge a appelé l'affaire, les familles étaient assises de part et d'autre, et le silence qui a précédé le prononcé du verdict était lourd de tension. Lorsque la mère de Diamond, Anna Machado, a témoigné, sa voix s'est brisée sous le poids du chagrin. « Vous avez dit à ma fille que vous l'aimiez. » a-t-elle lancé, fusillant DeLong du regard. « Mais vous l'avez tué. » La tension montait à mesure qu'elle parlait. Chaque mot semblait jeter de l'huile sur le feu. Et lorsqu'elle eut terminé, elle ne put se retenir. Machado tenta d'approcher DeLong, mais les policiers intervinrent rapidement pour l'en empêcher. Le chaos éclata alors. Surgissant de nulle part, un homme en t-shirt bleu et blanc, l'oncle de Diamond, traversa la salle d'audience en trombe, leva le poing et asséna un coup de poing en plein visage à DeLong. La salle d'audience explosa de joie. Le juge s'enfuit à toutes jambes, les agents crièrent pour rétablir l'ordre, et dans la confusion, la mère de DeLong se précipita vers son fils. Elle tenta de le protéger, mais une autre femme la plaqua au sol, et dans un tourbillon de rage et de chagrin, l'arroa de coups. Alors que les policiers s'efforçaient de rétablir l'ordre, un autre incident se produisit. Un détenu d'une autre affaire, Michael Combs, s'évada dans la confusion. Il parvint à se libérer de ses chaînes, à se débarrasser de son bracelet électronique et à disparaître par la porte du palais de justice. Lorsque le calme est finalement revenu, DeLong a été condamné à 45 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après avoir purgé la moitié de sa peine. Mais aucune peine ne pouvait effacer ce qui s'était passé ce jour-là, ni ce moment glaçant où le chagrin d'une mère avait transformé un tribunal en champ de bataille. Et juste au moment où vous pensez que cela ne peut pas être plus chaotique, attendez d'entendre ce qui s'est passé lors de la prochaine bagarre au tribunal. Numéro 3. Quinn Bowes. Au moment où Quinn Bowes s'apprêtait à quitter la salle d'audience, tout a dégénéré. Un homme a surgi de la foule, les poings en avant, frappant Bowes à plusieurs reprises avant même que les adjoints du shérif n'aient pu réagir. L'agresseur n'était pas un inconnu. Il s'agissait du propre frère de Bowes, Jeremiah Hartley, l'oncle du bébé que Bowes avait tué. En quelques secondes, le prononcé de la sentence d'un meurtrier d'enfants a dégénéré en une véritable bagarre générale au sein du tribunal du comté de Gibson. Bowes, âgé de seulement 23 ans, était accusé de la mort de son fils de 11 semaines. Il a d'abord déclaré à la police que le bébé était tombé du lit et avait cessé de respirer. Mais les enquêteurs n'ont pas cru à cette version. L'autopsie a révélé la vérité. Un traumatisme crânien contondant, compatible avec des violences. Bowes a ensuite avoué le crime et a plaidé coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort. Le jour du prononcé de la sentence, la salle était comble de membres de la famille, tous impatients de connaître la fin. Le juge a condamné Bowes à 25 ans de prison, et pendant un bref instant, on crut que c'était terminé. Bowes, les yeux baissés, menotté et impassible, attendait d'être escorté hors de la salle. Puis Hartley entra. Dès que Bowes se dressa devant lui, Hartley se jeta sur lui, déchaînant une pluie de coups de poing au visage et à la poitrine de son frère. Des murmures d'effroi parcoururent la salle d'audience, tandis que les adjoints du shérif accouraient et le plaquaient au sol.
Des papiers volèrent en éclats, des cris retentirent, et Bose tituba, du sang coulant de sa lèvre. La rage dans les yeux de Hartley en disait long. Il s'était fait justice lui-même. Les policiers ont emmené Hartley de force, l'inculpant d'outrage au tribunal et de voies de fait. Il a ensuite été condamné à 179 jours de prison pour cette agression. La salle d'audience s'est vidée dans un silence de stupeur, le bref chaos ayant fait place à un calme pesant. Bose a écopé de 25 ans de prison, mais les cicatrices de ce jour étaient bien plus profondes que n'importe quelle sentence. L'un des frères allait en prison pour meurtre, l'autre pour la fureur incontrôlable de la perte. Numéro 2, de Zane Brown. Personne ne s'attendait à ce qu'une audience au tribunal se transforme en champ de bataille, mais c'est pourtant ce qui s'est produit lorsque Dezane Brown a comparu devant le procureur pour le meurtre de Ntia Latimore. Brown était accusé d'avoir tué sa compagne de 29 ans en décembre 2020 dans le comté de Hamilton, en Ohio, puis d'avoir abandonné son corps près du pont Purple People. L'accusation affirme également qu'il a jeté son fils de 3 ans, Nio, dans la rivière. Le corps de l'enfant n'a jamais été retrouvé. Accusé de meurtre avec circonstances aggravantes, d'altération de preuves et d'outrage à cadavre, Brown a assisté à des audiences tendues, sous le regard attentif de sa famille. La suite allait bouleverser les usages du tribunal et remettre en question l'idée que la loi puisse, à elle seule, contenir une douleur aussi vive. Alors que l'audience touchait à sa fin, Tonio Hughes, le grand-père du garçon, se comporta d'abord comme n'importe quel autre spectateur. Vêtu de noir et assis au fond de la salle, il attendit que les adjoints du shérif soient distraits. Puis il se leva, traversa la salle et se fraya un chemin à travers les sièges jusqu'à la table de la défense. Avant que quiconque puisse réagir, Hughes atteignit Brown et commença à le frapper à la tête. 2 adjoints se jetèrent immédiatement sur lui, mais il fallut une demi-douzaine d'agents pour le maîtriser et l'emmener. Le chaos s'installa, les voix s'élevèrent, les adjoints aboyèrent des ordres, et les greffiers s'empressèrent de sécuriser la salle. Comment une salle d'audience censée accueillir des témoignages ordonnés a-t-elle pu se transformer en théâtre d'une vengeance brutale et violente? Après la bagarre, les autorités sont intervenues rapidement pour rétablir l'ordre. Hughes a été inculpé d'outrage au tribunal et a purgé 4 jours de prison. Brown est resté en détention pour meurtre et autres chefs d'accusation connexes. Son procès a été fixé à 2025. Le personnel du tribunal a nettoyé les lieux du désordre, chaises renversées, documents éparpillés, et témoins sous le choc, tandis que le palais de justice a renforcé la sécurité pour les audiences suivantes. Numéro 1. Lucas Kendall. He wasn't crazy then, but he crazy now. All of a sudden he crazy now. You want to lay in a mental hospital? You murdered my son, man, for nothing? Dans une salle d'audience de Miami, la situation a rapidement dégénéré en un chaos total. Lucas Kendall, ancien agent de sécurité de 26 ans au Club Lex, n'était pas confronté à une foule de noctambules, mais à une salle d'audience enragée. Il était accusé d'avoir tué Kijan Bird, 29 ans, et paralysé son ami, Michael Sims, lors d'une fusillade survenue en 2012 sur le parking de la boîte de nuit. Selon l'accusation, Kendall a ouvert le feu après avoir interpellé les 2 hommes, les accusant de consommation de drogue, et les a criblés de balles alors que Bird tentait de s'enfuir. Des années plus tard, le tribunal n'était plus seulement le théâtre de preuves, mais aussi de colère et d'incrédulité. L'équipe de défense de Kendall plaidait son inaptitude mentale à comparaître, affirmant qu'il avait décompensé au point de rester nu, recroquevillé en position fœtale, refusant de manger et de parler. Il demandait son internement en hôpital psychiatrique plutôt que son incarcération. Mais ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Donald Bird, le père de Kijan Bird. Il se leva, tremblant de rage, et hurla à travers la salle d'audience. « Mon fils est mort! Il n'a pas besoin d'hôpital psychiatrique! Il doit aller en prison !» Le juge tenta de le calmer, mais la douleur le submergea. Il n'était pas fou quand il a assassiné mon fils. Maintenant, il fait semblant d'être fou. Les agents de sécurité se précipitèrent alors que Bird tentait de s'approcher de Kendall, sa voix résonnant dans la salle. Les adjoints durent l'escorter hors de la salle, tandis qu'il criait « Vous avez tiré dans le dos de mon fils alors qu'il essayait de s'enfuir. » Une fois l'ordre rétabli,
Kendall fut finalement déclaré apte à comparaître. Il stupéfia de nouveau la salle d'audience en congédiant son avocat et en insistant pour se représenter lui-même. Puis, quelques minutes plus tard, en déclarant refuser toute participation. « Je ne prendrai pas part à cette mascarade », lança-t-il au juge. Lors de son procès, Kendall a tenté d'invoquer la loi floridienne sur la légitime défense, arguant qu'il avait tiré en état de légitime défense. Mais les preuves ont anéanti cette version. Les victimes étaient désarmées et la trajectoire des balles montrait qu'elles fuyaient. Le jury n'a pas cru à son récit. Kendall a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à la prison.